Voilà, fidèles téléspectateurs, soyez les bienvenus à notre programme vespéral de Kinshasa Direct, au cours duquel nous allons parler du dialogue. Le dialogue, ça sera avec Cédric Moudiantou et d'autres invités qui vont devoir s'en suivre. C'est tout de suite avec notre invité Cédric Moudiantou. Tous les soirs, dès qu'il est 18h sur Télé 50, le crépuscule rime avec Kinshasa Direct, votre magazine d'information générale, animé à chaud. La priorité, c'est entre autres la question sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il y a eu des têtes pensantes comme Mbata et autres, Laurent Batumona, qui ont pensé, qui ont réfléchi, qui ont mis en place l'Union sacrée des nations. Vous étiez là, peut-être en train de faire à la queue leu comme tous les autres. Nous avons commencé ce travail de conscientisation ou d'approcher les jeunes depuis 2019. Nous avons quand même de l'expérience. Kinshasa Direct, les sujets d'actualité les plus saillants de la journée sont vivement abordés avec dextérité. Personne ne se préoccupe des questions d'intérêt communautaire pour lesquelles nous sommes mis d'accord. Est-ce que les Congolais ont la même lecture de la situation de ce pays? L'Est compose la grande partie, la majorité du politique en RDC. Kinshasa Direct, nous sommes réellement en direct sur Télé 50. Pourparlers sont déjà lancés pour la convocation d'un dialogue inclusif. Cependant, il y a encore des réticences, il y a des doutes, il y a des interrogations. Nous allons essayer d'analyser cette thématique avec un invité qui devient d'ailleurs notre habitué, Cédric Moudiantou. Bienvenue. Merci beaucoup, David. Bien portant. Très bien portant. Cédric Moudiantou, les dialogues, en fait les consultations, se font certainement discrètement, mais il y a un discours qui est développé. Les discours selon lesquels le président Félix Tshisekedi n'a pas de mandat, mais il a une mission. Est-ce que ça ne risque pas de faire capoter les négociations qui sont en cours? Je suis bien heureux d'être celui d'ailleurs qui soit à la base de ces discours et que j'essaie de justifier d'ailleurs de manière objective. J'ai toujours fait le maximum d'efforts de ne pas être fanatique, déjà que je considère le fanatisme être une sorte de stupidité. Nous sommes dans un pays et tous avons le souci de voir notre pays se développer, au regard bien entendu de son immensité, mais également de sa dotation en termes de ressources, aussi bien naturelles qu'humaines. Et c'est au regard de cela que nous avons vu Frantz Fanon considérer que l'Afrique avait la forme d'un revolver dont la gâchette était la RDC. Bien évidemment, sur le plan de la science, on qualifie notre pays d'un scandale géologique. Mais tout ceci pour quelle fin? Avoir un pays mieux loti par la nature, mais avec un peuple vivant miséreux, comme une souris mourant de faim dans un sac de manioc. C'est ça la symbolique de la vie du Congolais. Le développement de la RDC étant sujet à des goulots d'étranglement, à une sorte de soubresaut, notamment avec cette histoire de guerre d'agression qui aujourd'hui date de plus de 30 ans, avec au passage plus de 30 millions de Congolais comme ça. Doit-on parler du développement ou bien a priori il était question de vider la problématique de l'insécurité, puisqu'il n'y a aucun investisseur, sérieux soit-il, qui viendrait placer de l'argent dans un pays où il y a l'instabilité. Depuis la nuit de temps, ça veut dire l'aube de l'indépendance, vers les années déjà 73-74 avec la zaïrianisation, nous avons commencé la descente aux enfers. Mobutu s'en va, M. Laurent Désiré vient. Déjà, c'est là d'ailleurs l'amplification de cette situation d'insécurité avec les deals qu'il y a eu entre la RDC et le Rwanda dans le cadre de son accompagnement. Lui, devenant président de la République, il nous a légué donc cette crise. Crise, M. Laurent Désiré Kabila. Oui. Une crise qui va s'amplifier sous Joseph Kabila, avec la protection de Joseph Kabila en faveur du Rwanda. Avec la protection. Oui. Mais Joseph Kabila n'a pas laissé le pays en cet état. Joseph Kabila ne pouvait... À quel état? Il n'a pas laissé le pays en cet état actuel. Lequel? Et actuellement, c'est qu'il y a Goma Bukavu sous occupation. Mais Goma Bukavu était déjà
sous occupation. Non, ça c'est... Le président lui-même, combien de fois il s'est rendu à Goma? Il a dit ceci. Écoutez, je me sentirais président de la République si la paix revenait. C'est ça. C'est qu'aujourd'hui, aussi longtemps que la paix n'est pas revenue, c'est qu'il a échoué. Non, ça rentre dans le cadre de sa mission. De sa mission. Oui, de sa mission. Il se sentira heureux président de la République lorsque la paix reviendra. Parce que quand il est venu, quand il est arrivé au pouvoir, il n'a pas trouvé Goma Bukavu sous occupation. Non, c'est faux. Goma et Bukavu sont tombés lorsque lui est président. Je vais vous dire une chose. C'est bien pour ça qu'on doit éviter d'abrutir la population. Joseph Kabila quittant le pouvoir, encore qu'il disait que face à ses pairs, ce n'était pas un adieu. Il leur a dit à bientôt. Ça veut dire ayant déjà créé des mécanismes nébuleux qui favoriseraient son retour. Tu sais qu'il dit viens, mais n'oubliez pas bien avant qu'on doit rappeler les accords des CNDP qui consacrent certaines zones congolaises comme des zones sinistrées, mises à la disposition, consacrées au Rwanda pour leur gestion. Joseph Kabila nous dit en 2013 qu'il a défait les M23. Notez, lorsque Joseph Kabila dit qu'il a défait les M23, ça veut dire qu'il reconnaît les M23 comme étant un mouvement subversif, un mouvement négatif. Des gens qui s'insurgent, qui s'opposent au bien-être collectif. C'est bien pour ça qu'il dit les avoir défaits. Joseph Kabila revient à la charge en 2025 pour vous dire que les revendications du M23 sont légitimes. Alors cela veut dire quoi? Ça veut dire que Joseph Kabila n'avait jamais défait les M23, puisqu'on ne peut pas défaire un parce que jusque-là, qu'on reconnaît être... Ça ne vient que de vous, c'est que vous parlez de Joseph Kabila. Je parle des aucune organisation internationale, aucune ONG n'a cité Joseph Kabila comme étant un des partenaires du M23. Non, mais on n'a pas besoin de citer les M23 puisque les faits les consacrent. Quels faits? Les faits sont tellement nombreux. Je vais une fois de plus les énumérer. Je vous ai dit la fois dernière que, étant le tout et seul Congolais spécial, Joseph Kabila était condamné, pas obligé, condamné à se pencher du côté de la République lorsque nous nous trouvons dans des moments comme celui-ci, d'agression. Parce que Joseph Kabila, le Congo... Mais côté de la République, mais... À un moment donné, il s'est vu exclu. Non, il s'est vu exclu, il ne pouvait pas rentrer. Du côté de la République, du côté de l'État, la République est représentée à travers les institutions. Joseph Kabila choisit, hormis le fait que c'est un Congolais spécial, il choisit d'être du côté de l'ennemi. Comment? C'est là que je réponds à votre question. Goma Bukavu tombe. Goma Bukavu sont livrés par le mécanisme nébuleux prédéfini par Joseph Kabila. Mais Joseph Kabila s'est dit être en consultation. Il s'en va dans ces zones occupées. Il est protégé par le Rwandais du M23. Ça, c'est un fait. Est-ce que vous aviez vu ces Rwandais ou ce sont des rumeurs? Non, comment ce sont des rumeurs? Non, est-ce que vous, personnellement, vous avez vu ces Rwandais? Oui, bien sûr. Vous aussi, vous les avez vus. Non, c'est moi qui pose de question. Ouais. Est-ce que vous les avez vus? Nous les avons vus tous. Bon, pardon. Parce que Paul Kagame vous dit, j'ai Goma. Goma, ça veut dire qu'il avoue que Goma est contrôlé par lui à travers... les militaires rwandais qui se camouflent derrière les M23. Mais c'est eux-là, ce sont ceux-là qui ont fait la protection de Joseph Kabila. C'est Kagame qui nous révèle que la protection de Kabila a été faite par les éléments rwandais. Kagame? Bien sûr, parce que lorsqu'il dit... Kagame a dit ça quand? Kagame avoue que... Vous êtes journaliste. Kagame avoue que Goma est entre ses mains. Oui, est-ce que Kagame a dit ouvertement que Kabila est protégé par les Rwandais? Tu es intellectuel, c'est un syllogisme. Non, s'il vous plaît. C'est un syllogisme. S'il vous plaît. Allons-y. Il était protégé, nous l'avons vu être escorté par des militaires. Ce n'était pas la FRDC. Mais ceux qui l'ont escorté, qui se présentent être les M23, mais Kagame reconnaît que c'est lui qui a Goma. Ça veut dire les éléments que nous avons vu faire la protection de Kabila sont du M23. Or, les M23 sont reconnus être des éléments rwandais. Kabila a été protégé par les Rwandais. Premier fait. Mais deuxième fait, je vais en donner autant, une panoplie si vous voulez. Deuxième fait, Joseph Kabila, dans ses consultations, il avait des caciques, ces cadres qui l'ont accompagné, notamment Moïse Nyarugabo. Le M23, dans leur mission, continuant ce qu'ils appellent marche, ils atteignent Uvira. Mais c'est lui qui prépare la population d'Uvira pour accueillir les M23. C'est l'un des cadres, l'un des caciques avec qui Kabila a fait la consultation. J'ai cité Moïse Nyarugabo. Ça, c'est le syllogisme. Le lien est établi. C'est la philosophie, d'ailleurs, une notion générique. Daniel Safou, votre confrère, ex-député national, il dit aller rejoindre Joseph Kabila. Rejoindre Joseph Kabila, nous le voyons à Goma avec Corneille Nangaa. Ce sont des faits, les faits sont sacrés, les allégations sont libres. Ici, je parle de faits. Donc, Joseph Kabila a choisi d'accompagner et de protéger le Rwanda.
Maintenant, la problématique du développement dont je parlais ici pour justifier ma thèse de la mission, ça veut dire que le Rwanda, jusqu'ici, pendant plus de 30 ans, avait conquis le monde avec sa thématique du victimisme. C'est nous qui sommes victimes, présentant la RDC comme le bourreau. Durant les 18 ans de Kabila, il n'a pas su renverser cela. Est-ce qu'avec le président Tshisekedi, Rwanda, la situation sécuritaire s'est améliorée ou s'est empirée? J'avance. L'amélioration de la situation sécuritaire, c'est la consécration notamment de la diplomatie agissante qui a pondu l'accord de Washington, bien entendu. Pourquoi Tshisekedi doit rester là? Parce qu'après... Il doit rester où? Au pouvoir. Il doit rester au pouvoir. Parce qu'il a une mission. Est-ce que vous ne voyez pas qu'avec ça, vous ne favorisez pas la bonne tenue de dialogue? Parce que déjà, avec des tels propos, c'est qu'il reste là, en violation même de la Constitution. Mais déjà, ça sera des dialogues pour résoudre quel problème? Parce que lorsque on parle mais c'est au président de pouvoir donner toute... Vous parlez du dialogue, mais ça sera le dialogue pour résoudre quel problème? Moi, je justifie le fait qu'il doit rester là, parce que nous n'allons quand même pas accepter de nous jeter en pâture, de sacrifier nos générations. Lorsque nous avons passé des décennies... Mais à part lui, quelqu'un d'autre peut le faire. Non, attendez, mais de toutes les façons, nous ne savons pas... C'est pour ça que j'ai dit, nous n'allons pas nous plonger à l'inconnu. 18 ans de Kabila, 4 ans de Musée, c'est le Rwanda qui marche sur le Congo. Le Rwanda a... Et actuellement, qui marche sur le Congo? Aujourd'hui, c'est Tshisekedi qui est en train de réorganiser le Congo, mais de restaurer son jusque-là, ça fait 4 ans que Bunagana vous n'avez pas vu est toujours sous occupation. Une année que Goma Bukavu ça pourrait faire 10 ans sont sous occupation. Comment allons-nous mais 10 ans, vous le dites avec fierté, c'est pas un échec ça? Non, c'est pas un échec. Plutôt nous tendons vers une victoire. C'est comme une maladie, ça arrive rapidement, mais pour que ça parte, pour la guérison, c'est un processus. Joseph Kabila, avec la complicité du Rwanda, a sacrifié certaines zones. Paul Kagame a pris le contrôle de cela à travers ses marionnettes du M23. Mais à la communauté internationale qui reconnaît le Rwanda être une victime, on n'attaque pas la victime. Puisque lorsqu'on est victime, ça veut dire, c'est là sous-tend qu'on est en position de faiblesse. La communauté internationale a validé la thèse du Rwanda d'être victime. Comment Tshisekedi, même s'il avait l'armée la plus puissante, pouvait agresser le Rwanda sans que la communauté internationale n'intervienne? C'est ce qui a fait que l'action diplomatique de Tshisekedi consiste d'abord à renverser la donne et à rétablir la vérité. C'est quoi la donne qui a été? La vérité étant rétablie, les mêmes qui ont protégé Paul Kagame l'ont sanctionné. C'est quoi la donne qui a été changée? La donne qui a changé, c'est d'abord les sanctions contre le Rwanda par ceux qui l'ont soutenu, par ceux qui l'ont protégé. C'est l'action diplomatique de Tshisekedi. Maintenant, nous n'avons aucune fois de l'histoire vu Paul Kagame devenir agité qu'il est aujourd'hui. Kagame se comporte maintenant en un chroniqueur. Il s'explique partout. Or, en s'expliquant, il a fait des révélations. Il a marqué un autobus contre son camp. Parce que c'est là qu'il révèle qu'il était à la quête. Il était dans une démarche de velléités expansionnistes. Puisqu'il réclame certains espaces congolais conformément aux accords qu'il lui a fait. Parce que ça, c'est un non-dit dans le cadre de l'accord de l'émir avec M. Laurent Désiré Kabila, mais également des accords faits avec Joseph Kabila dans le cadre des accords de CNDP. Et il est en train de les revendiquer. Lorsque certains opposants opportunistes aujourd'hui parlent du dialogue, mais la substance du dialogue est vidée par les propos de Paul Kagame. Tshisekedi a poussé Paul Kagame aujourd'hui à ce qu'il est. Dites-moi, c'est vrai, lorsqu'on parle d'un mandat, le mandat se conjugue toujours avec une mission. Tshisekedi, en tant que président, il a eu un mandat, il en a eu un deuxième, mais ce mandat avait pour mission ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Mais n'oubliez pas qu'on peut terminer le mandat sans avoir achevé la mission. Ce qui compte pour nous, ce n'est pas le mandat, c'est la mission, puisque c'est la substance de cette mission qui doit nous amener là où nous devons arriver. C'est quoi la mission? La mission, c'est de laisser le peuple congolais à l'âge de maturité. Jean-David Kilo, le père de famille, nous ne le souhaitons pas, mais nous demanderons toujours à Dieu de les garder alors que ses enfants sont petits. Toutes choses restant égales par ailleurs. Les enfants qui perdent les parents en âge d'immaturité n'ont pas d'avenir rassuré. Mais lorsque les enfants ont atteint l'âge de maturité, ça veut dire de majorité, ils savent prendre de bonnes décisions pour leur vie. Le peuple congolais, au regard de la réalité en face, nous imposer par les puissances occidentales par rapport aux intérêts du Rwanda, s'est vu demeurer longtemps dans l'immaturité compte tenu de l'abrutisme prôné par des régimes précédents. Donc vous irez à l'encontre même des dispositions constitutionnelles. La Constitution n'est pas divine. Et comment vous allez faire? Parce que déjà, la situation, le pays est en guerre. Le pays est en guerre, comment vous allez faire? Comment? Le pays est en guerre. Parce que déjà, pour montrer que
les velléités que vous aviez de modifier la Constitution, ça n'a pas été. Vous aviez promis 2025 que la Constitution allait être révisée, ça n'a pas été. Et comment vous allez le faire? La Constitution ne doit pas être révisée. La Constitution doit être changée. Oui, alors 2025, on a attendu. C'est une constitution du Rwanda. Voilà, on a attendu qu'il y ait le changement ou la révision de cette constitution, ça n'a pas été. Pourquoi? Mais pourquoi quand ça n'a pas été en 2028, en 2025, ça veut dire que le mandat a pris fin. Ça veut dire qu'on n'a plus le temps de le faire. Est-ce que le bien-être du Congolais a un temps seulement auquel il non, parce que déjà, le chef de l'État avait promis qu'il devait y avoir des commissions pour réfléchir dans les buts soit d'échanger ou de réviser la Constitution. Et jusque-là, à quel moment il s'est dédié? Jusque-là, on ne sait pas la suite. Je n'ai pas entendu le chef d'État dire. Et la suite, c'est quand? Pour autant que le chef ne s'est pas dédié par rapport à sa volonté de changer. Léguer à sa postérité un serment de liberté, c'est également léguer à cette postérité un État qu'il n'a pas été depuis toutes Et les vous dites années. que cette constitution, c'est une constitution de Rwanda? C'est une constitution rwandaise, c'est un secret de polichinelle, cher David. Alors tu sais qu'elle dit, au regard sur de son base combat, de quoi? Sur base de quoi? Vous savez que je donne un seul élément par rapport au vote par voie référendaire de cette constitution. Il y a des espaces, notamment l'Est, où la campagne de sensibilisation a été faite en une thématique. Je veux la paix. Je vote oui. C'est une coercition. Ça, c'est une coercition. Est-ce que c'est ça? Donc, non, quelle est cette disposition constitutionnelle? Quand vous la lisez, vous dites que ça vient du Rwanda. La constitution, comment? Une disposition constitutionnelle, une fois que vous la lisez, vous comprenez que ça vient du Rwanda. D'abord, bien plusieurs d'ailleurs. Mais je vais vous dire une chose. C'est d'abord une constitution illégitime dont l'écriture... Illégitime, c'est celle qui a organisé les deux élections de 2018-2023. C'est une constitution illégitime d'abord parce que, votée ou encore écrite en période de transition et puis par une chambre parlementaire non élue par le peuple congolais, promulguée par un président illégitime puisque c'est fait avant les élections de 2006. Tous n'avaient aucun mandat du peuple. Une constitution édictée par rapport aux intérêts étrangers que celui du peuple congolais. C'est ça qui vous a fait venir au pouvoir? Non, ce qui nous a fait venir au pouvoir, c'est la bravoure d'un peuple. Parce que n'oubliez pas que nous n'avons jamais soutenu la démarche de cette constitution par les faits que nous savions grâce à l'éveil. Donc vous ne reconnaissez même pas que vous êtes arrivé grâce à cette constitution? Nous reconnaissons notre bravoure qui Votre nous a amené au bravoure, pouvoir. pas par la constitution. Notre bravoure. Effectivement, l'État était organisé de cette manière-là. C'est là qu'il faut saluer, la bravoure du peuple congolais, 2, la sagesse de Félix Tshisekedi. Parce qu'en dépit du fait qu'ils avaient tout taillé sur mesure, et qu'on nous a dit par ailleurs... C'est la bravoure du peuple congolais. La bravoure du peuple congolais. Mais ce n'est pas le cas chez Fayoulou. Fayoulou ne dit pas comme ça. Je ne sais pas si vous faites la confusion entre le peuple congolais aussi. Oui, mais Fayoulou aussi dit que c'est lui qui aurait gagné les élections. Non, la légitimité n'est ça, c'est Fayoulou qui a dit. La légitimité n'est pas un fait individuel, c'est un fait populaire. Nous parlons de la légitimité. Le pouvoir... Et même les gens là qui ont pris les armes, il y a certains qui ont dit que quelqu'un d'autre aurait gagné les élections. Ceux qui ont pris les armes, on ne compte pas, on n'en parle pas puisque ce sont des subversifs. Donc ce sont des hors-la-loi, parce que cette constitution-là, qu'eux ont fait écrire pour leurs intérêts, prohibe même la prise des armes pour accéder au pouvoir. Donc on n'en parle pas. L'État est investi du pouvoir de les mater. Alors maintenant, comment vous allez faire cette fois-ci? Vous allez faire quoi? Changer la constitution dans quel contexte, dans quelles circonstances? Parce que nous savons que le pays est en guerre, et puisque le pays est en guerre, la Constitution elle-même parle qu'aucune modification ne peut se faire pendant la période de guerre. Cependant, la Constitution elle-même ne s'oppose pas non plus à sa réforme. N'est-ce pas? Et je suis ici en train de prôner quelque chose. C'est bien pour ça que vous m'avez posé la question sur la mission. C'est peut-être une sensibilisation. Nous sommes en train de montrer au peuple congolais que des décennies, nous sommes en train de vieillir sans être rassurés, sans qu'il y ait un signe qui augure l'avenir merveilleux du peuple congolais. Mais nous avons aujourd'hui un Congolais qui sort du commun, à l'instar de Kadhafi. Kadhafi était l'incarnation du développement de la Libye. Sa mort a créé une cassure qui a plongé aujourd'hui la Libye dans ce chaos. Mais ce n'était pas la Libye qui a été consacrée comme la gâchette du développement. La RDC, finalement, a pris la relève par le fait de son statut d'être la gâchette. Félix Tshisekedi est là, non seulement pour sonner le développement de la RDC, mais pour entraîner l'Afrique vers son développement. Il doit commencer à l'interne, puisque Jésus, en envoyant ses disciples, il leur a aussi dit de commencer chez eux. Tshisekedi, aujourd'hui, travaille pour que le Congo devienne ce pays stable et qui va entraîner les autres. On met fin, effectivement, aux velléités expansionnistes du Rwanda. On le contraint même.
Chose que ses prédécesseurs n'ont pas su, à reconnaître tacitement le fait par le Rwanda d'être venu dans une situation de crise qui oppose la RDC à un agresseur. C'est le Rwanda qui vient signer. Ça veut dire qu'il reconnaît tacitement être l'agresseur. Mais en même temps, il prend solennellement l'engagement de ne plus agresser la RDC face aux témoins. C'est une victoire diplomatique qui, de bon augure, nous fait croire que demain c'est meilleur. Maintenant, juste pour des raisons de faciès, ou bien puisqu'on ne veut pas voir encore qu'on descend trop bas aujourd'hui en parlant des tribus, nous n'avons jamais entendu sous Tshisekedi, pendant notre opposition, dire que nous ne voulons pas de ces Baswahili là, bien qu'ils avaient même tribalisé l'administration. Je parle comme un actif dans l'administration. Ils ont tribalisé même l'administration. Qui a tribalisé? Les régimes qui accusent. Ils ont tribalisé. Tshisekedi aujourd'hui, il remet les choses en ordre, mais il considère que nous sommes un bloc, nous sommes un pays, nous sommes un tout inséparable. Le plus important pour lui, c'est de voir le Congo se développer en tant que bloc. Maintenant, pour des raisons de faciès, pour des raisons des intérêts des individus et des haineux, même aussi des aigris. Mais pour des raisons de faciès ici, pour des raisons de faciès ici, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a des fois où il y a aussi des déviations de votre part? Il n'y a aucune déviation, dites-la moi. S'il y en a une. Non, c'est moi qui pose la question. Non, il n'y a pas de déviation. Lorsque nous disons, au regard de la mission que la Constitution lui donne par rapport à son mandat, puisque j'ai dit un mandat va avec une mission. Mais quand le mandat se termine et que la mission, nous la voyons encore en cours. Mais vous donnez à quelqu'un d'autre? Non, à Augustin Kabouya, à Didier Boudimbu, ou à quelqu'un d'autre qui peut continuer. Qu'est-ce qui nous rassure face à la réalité en face où vous avez des coalitions qui se font pour maintenir la RDC longtemps courbée, alors qu'il y a un, grâce à son courage, ceux-là aujourd'hui sont dos au mur. Nous allons juste accepter par le souci de pouvoir, par les ambitions démesurées, de le faire partir pour que nous devenions président. Non. Est-ce que c'est de le faire partir ou c'est la Constitution qui lui dépasse? Non, la Constitution, c'est le peuple congolais qui décide. La Constitution existe par la volonté de... Il vous reste pratiquement 2 ans, n'oubliez pas. Non, bien sûr. Il vous reste 2 ans. Il nous reste 2 ans. Oui, 2 ans, comment vous allez faire? 2 ans, il y a la guerre. Mais là, c'est quoi la priorité? La priorité, c'est quoi? La priorité, c'est mettre fin à la guerre ou la priorité, c'est le maintien du président? Non. La priorité, c'est mettre fin à la guerre. La priorité, c'est réorganiser l'État congolais et les laisser en position des forces au regard de ses richesses. N'est-ce pas? Pour un pays détruit pendant plus de 50 ans, 32 ans Mobutu, 4 ans Mouzé, 18 ans Kabila, je trouve ça injuste de dire qu'on peut le reconstruire en 18 ans. Non. Pardon, en 10 ans. Non. On ne pourra pas le reconstruire en 10 ans. C'est vrai que le mandat est limité à 10 ans, mais la mission conférée par ce mandat, nous considérons au regard des enjeux que tout autre Congolais amoureux de cette patrie doit se dire oui, j'ai mon ambition, mais j'attends un peu puisque celui-là s'est montré différent des autres. Il doit arriver jusqu'à laisser cette population en âge de maturité, en âge où ce peuple saura faire face à ses ennemis. Pour le moment, il est le seul Congolais qui s'est distingué. Nous n'allons quand même pas prendre le risque, puisque c'est un très grand risque, de dire que tu es arrivé à faire un mandat, vas-y. Mais la mission alors, est-ce que c'est lui qui vient? Nous sommes seulement rassurés de ses capacités et de son courage à continuer ce que l'autre a commencé. Pour autant que cette assurance-là, nous ne l'avons pas, nous ne prenons pas non plus le risque de le faire partir pour que ses ennemis tirent toutes les conséquences de ce que leur a fait vivre Félix Tshisekedi et puissent instaurer une dictature sans partage qui demeurera à jamais. On ne cède pas à ça. On n'est pas fanatique de Tshisekedi. On est plutôt réaliste au regard de ce que nous vivons grâce à sa gouvernance, à sa ténacité, à son courage et à la dextérité avec laquelle il dirige. Donc c'est ça. Est-ce que maintenant vous ne voyez pas qu'aujourd'hui, puisque vous parlez de la mission, puisque vous parlez de la continuité, c'est au courant de votre régime où on a beaucoup plus décrié les détournements? Non, un nombre élevé de détournements. Des millions et des millions. Est-ce que vous ne voyez pas qu'avec ça, la population aussi n'est pas dupe? Ça, c'est un problème d'intoxication. Intoxication. Les détournements ne peuvent pas être le fait de la clameur publique, non. Le détournement n'est pas l'effet de la clameur publique. Le détournement doit être prouvé. L'accusateur, oui, mais il doit donner les éléments de preuve. Ce n'est pas parce que les gens ont crié « Jean-David a fait ceci » qu'on doit considérer cela. Non. Nous avons vu sous l'ancien régime combien ils ont reconnu officiellement que l'État congolais perdait plus de 10 milliards par an. Ça veut dire qu'il y a des gens qui s'enrichissaient plus que l'État. Mais pourquoi vous parlez seulement de l'ancien régime alors que ici, d'abord, dans votre régime, il y a eu beaucoup de gens qui ont été impliqués, qui ont été accusés de détournement, mais qui se la coulent douce? Non, mais attendez, j'ai dit ceci. On ne peut pas avoir honte. Votre défenseur, là, que vous défendiez, l'ancien ministre des Finances,
Il a été aussi accusé. Mais aujourd'hui, il est là. Je considère d'abord que moi, en tant qu'intellectuel, ici, je vais arborer mes couleurs d'économiste. Tout celui, même ces journalistes-là, qui ont été payés par Alinguete. Par Alinguete. C'est Alinguete qui les a payés. Oui, c'est Alinguete qui les a payés. Oui, mais parce qu'il a mené des enquêtes. Non, quelle enquête? Oh, il a mené des enquêtes l'IGF. Non, l'IGF a été géré dans une politique comme dirait les Quinois, les Matalana. Mais au fond, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Alors, par sa volupté acquisitive, par sa convoitise, il a tenté de diaboliser, je dis, le meilleur ministre des Finances de toutes ces années que moi j'ai vécues en tant que majeur, en commençant par Joseph Kabila. Les indicateurs sont là. Aujourd'hui, c'est lui qui est là. Doudou Fambali Kondeli Botaï. Je vais discuter indicateur. Invitez-moi avec quelqu'un, un expert. Oui, mais je le vois, celui-là, il est en train de... Où est partie aujourd'hui la gratuité de la maternité? Combien d'hôpitaux se sont retirés? La gratuité de l'enseignement. Nicolas Kazadi a laissé la République en état où elle pouvait s'autofinancer en termes de priorité. Nicolas Kazadi. Je donne un indicateur. Nicolas Kazadi quitte le ministère des Finances. Le déficit de trésor était à 75 millions. Déficit de trésor. En 6 mois seulement, nous avons dépassé 600 millions comme déficit de trésor. La gratuité de l'enseignement aujourd'hui, il y a des écoles qui font payer les enfants, qui font payer les parents, les frais. Est-ce que ça, c'est l'effet du gouvernement? Mais attends, c'est l'effet de qui? C'est l'effet de qui? Mais c'est l'effet des responsables. Comment sous Nicolas Kazadi, tout cela était rassuré? Nous n'avons pas vu de arriérés. Nous n'avons pas vu les fonctionnaires, les enfants terminer l'année sans bulletin. La République était devenue une fierté qui a poussé le chef de l'État à battre sa campagne pour la réélection en disant « Consolidons les acquis ». Je me demande, en tant qu'un tshisekidiste, est-ce qu'aujourd'hui le chef d'État peut avoir la fierté de dire « Consolidons les acquis » puisque ceux qui étaient acquis ont été détruits par l'autre, mais qui veut évidemment justifier son échec en accusant celui qui a bien travaillé. Qui justifie son échec. Doudou Fambali Kondeli Botaï, on le voit avec les infrastructures. Les infrastructures au niveau d'Issiro, au niveau des Guémena, au niveau de Mbujimaï et presque partout. Donc vous voyez qu'il y a des infrastructures financées par l'État grâce certainement sous l'impulsion de Doudou Fambali Kondeli Botaï. Il est plus facile de construire une maison lorsque le terrain a déjà été aménagé. Alors ça veut dire quoi? Alors Nicolas Kazadi prend les affaires dans une situation où la RDC est presque en autarcie, en perte de confiance vis-à-vis des institutions de Bretton Woods. La gestion était tellement calamiteuse. Nicolas Kazadi arrive dans les affaires, il rétablit l'image de la RDC. Et la conséquence notamment, c'est la multiplication par 4 de notre budget. Nous partons de 4 milliards à 16 milliards. Et aujourd'hui, on est au-delà. Non, le budget, c'est un objectif. Les autres peuvent mettre 20 milliards. Mais il faut voir maintenant la fin, parce qu'avec Nicolas Kazadi, nous avons pour la première fois connu des excédents budgétaires. Qu'on nous dise aujourd'hui, qu'en est-il lorsqu'on doit évaluer un budget? Parlons des réserves d'échange. Mais la conséquence notamment de la bonne collaboration. Mais regardez des réserves d'échange aujourd'hui, le dollar s'est déprécié face au franc congolais, ce qui montre que le ministre des Finances est en train de faire un travail. Vous parlez d'aujourd'hui, Nicolas Kazadi n'est pas dans les affaires. Quand cette histoire a commencé, j'ai dit que c'était une politique des Matalana, c'était quoi? La Banque centrale a utilisé ses instruments traditionnels. Ça veut dire créer une raréfaction de francs congolais. Il faut retirer au maximum le franc congolais. La Banque centrale? Oui, et utiliser les réserves de change pour effectivement injecter dans le marché, réduire la pression de la demande de devises. Donc ce qui s'est fait, ça ne va pas trop durer. Attendez, réduire la pression de la demande des devises. Concomitamment, le ministre des Finances doit aussi mettre en place une politique. Parce que la politique gouvernementale, c'est la politique budgétaire. Et la politique de la Banque centrale, c'est la politique monétaire. Au niveau du gouvernement, le ministre des Finances a assuré de faire une compression des dépenses, une sorte de rétention. Ça veut dire pendant ce temps, vous observerez qu'il y a des dépenses qui ne se font pas, notamment les frais de fonctionnement, les paiements, parce que ça s'est fait en francs congolais, de manière à faire fonctionner cette politique. Mais pour combien de temps? Parce que ce sont d'abord des devoirs pour le gouvernement, d'exécuter vis-à-vis de la population et bien évidemment du fonctionnement. Mais en face, la Banque centrale devrait avoir autant de moyens pour qu'à chaque fois elle intervienne de cette manière. Or, nous savons, pour une économie en autarcie, pour une économie importatrice, non pas en autarcie, pour une économie importatrice, pour une économie, je voulais dire extravertie, c'est difficile déjà puisqu'il se pose un problème de production et on savait que la Banque centrale allait être limitée. Regardez
les communiqués officiels du gouvernement lors du précédent Conseil des ministres. On nous a annoncé, évidemment, qu'en 2026, on allait connaître une dévaluation de la monnaie locale. Pardon, du franc, des devises. Ça veut dire que les francs congolais allaient s'apprécier à nouveau. Ce qui fait que ça allait avoir des conséquences sociales. Ça, c'est un déficit de la politique. Nous n'avons pas vu ceci sous Nicolas Kazadi. Tout était ordonné, tout était organisé. Mais en plus, considérer seulement que Nicolas Kazadi a détourné, c'est avouer une ignorance. C'est de l'ignorance. Il n'a jamais détourné. Mais à comment il allait détourner? Je vais donner un exemple direct. Mais lui-même a dit, il dit que non. Il arrive des fois où, quand on est là, on parle, il y a de l'argent qui vient. D'abord, on doit d'abord se les partager, les projets après. Et bien lorsqu'il décrit un système, il parle du système congolais. Et la preuve, c'était le projet 100 jours. Il y a eu plusieurs preuves. Il est en train d'évoquer ce qu'est l'habitude de Congolais. Lorsqu'il y a quelque chose, au lieu d'avoir des priorités, en plus de ça, vous ne vous limitez pas à ça. Il a dit, on se le partage. Mais il dit ce qui est important plutôt, c'est de travailler d'abord. Donc, il apporte plutôt ce que lui entend par la gestion, tout en dénonçant ce que les Congolais ont donné comme système de travail. Oui, mais c'est qu'il a dénoncé ce que votre régime fait. Non, il n'a pas dénoncé ce que notre ben régime oui, fait. Mais... Parce que lui, c'est un lieutenant de Tshisekedi qui apporte évidemment la gestion comme entendu par le Tshisekedi. C'est ce qu'ils ont vécu. Malheureusement pour lui, en face, il y a une complicité qui va mobiliser la presse. Une presse qui ne sait même pas justifier, qui vient avec la politique de diabolisation. Aïbi a fait ceci, mais opposer leur des arguments, parce que c'est un aveu d'ignorance. Jean-David Kilolo, on lui donne de l'argent, on lui dit il faut amener les journalistes de Télé 50 quelque part. Mais après, le DG de Télé 50 se rend compte qu'il n'avait pas amené ses journalistes. On ne va pas arrêter les financiers de Télé 50 qui a déboursé de l'argent. On va l'interpeller comme renseignant pour témoigner. L'argent était-il sorti, oui ou non? Oui. Alors, pourquoi les gens ne sont pas allés? On posera plus la question aux financiers. On posera à celui qui avait la mission de les amener. Il a trouvé des projets. Forage d'un secteur, lampadaire d'un secteur. Mais lui, en tant que ministre des Finances par rapport à ses attributions, c'est le Conseil des ministres qui autorise les décaissements. Puisqu'il faut noter aussi que les dépenses en procédure d'urgence ne sont pas une faute en finances publiques. Voilà l'ignorance. J'entends des journalistes dire, est-ce qu'on voit encore des procédures aujourd'hui d'urgence? D'ailleurs, aujourd'hui, regardez la courbe. Vous verrez que les procédures d'urgence aujourd'hui sont pires qu'avant. Les procédures d'urgence. Si tu savais qu'on allait en parler, j'allais te présenter les indicateurs. Mais seulement puisque les gens ne sont pas vrais envers eux-mêmes. Ils pensent qu'ils sont dans une république d'ignorants, dans une république de bourriques, que personne ne sait effectivement trouver la vraie réponse ou poser le vrai problème. L'histoire retiendra. Malheureusement. Il y a eu trop de rétrocommissions chez Nicolas Kazadi. Mais avoir des rétrocommissions. Trop de rétrocommissions, trop des dossiers gelés parce que certains n'ont pas donné l'argent et tout ça. Trop des pourcentages par rapport à ça. Avoir des pourcentages ou toutes ces accusations, je pense que ça ne devrait pas être des accusations individuelles. Moi, je m'en tiens à l'appréciation de ceux qui en ont le monopole. J'ai cité les institutions de Bretton Woods qui étaient devenues des partenaires appréciant la gouvernance de Nicolas Kazadi. Ils n'ont jamais dit ça. Si aujourd'hui Fouamba, Excellence Doudou Fouamba, a eu la possibilité d'évoluer lors de ces premiers mois, 2-3 mois, parfaitement, c'était au parfum du travail de Nicolas Kazadi. Et maintenant actuellement, non, on est dans Fouamba est... On est complètement dans une descente aux enfers, je vous ai dit. Il y a des infrastructures qui sont arrêtées. Les travaux sont arrêtés. La gratuité de l'enseignement est compromise. La gratuité de la maternité est compromise. Les acquis... Est-ce que c'est l'effet de Fouamba ou c'est l'effet du gouvernement? Non, parce qu'il y a des priorités. Il y a des priorités, il y a la guerre dans l'Est, il y a... Cette guerre date de quand? Parce que Nicolas Kazadi a géré pendant la période de grandes crises, notamment la période post-Covid, mais en même temps, la crise russo-ukrainienne. Nous sommes une économie dépendante. Mais on n'a pas parlé de tout ça. La guerre de l'Est ne date pas d'hier ni d'avant-hier. Il n'y a pas eu toutes ces excuses-là. Doudou Fouamba n'a pas d'excuses. Non. Comment il va avoir des excuses quand il est ministre d'un président de la République qui a des priorités, qui a une mission et qui avait le courage et également la fierté de dire consolidons les acquis, posons la question. Alors maintenant, les acquis aujourd'hui sont où? Voilà, allons-y. Autre point, parce qu'aujourd'hui, pour vous, c'est la mission. Mais mission, on est en train de constater beaucoup d'arrestations. Non, l'arrestation, ça... Beaucoup d'arrestations, beaucoup d'interpellations. Il y a d'autres qui vont même plus loin pour dire qu'on a enlevé
C'est-à-dire que vous enlevez des politiciens à 1h du matin, à 2h du matin, alors que l'UDPS, c'est le parti de la démocratie. Oui, mais pourquoi? Mais la démocratie sous-tend le respect de la loi. La démocratie, d'abord, elle sous-tend le respect de la loi. Lorsqu'il y a des Il y a plus de 10 000 interpellations. Lorsqu'il y a des déviants, tu peux donner même 5 000. Ça c'est selon RFI, selon certaines ONG. On peut même en donner 1 million. 1 million Si ce sont d'interpellations. Si ce sont des déviants, ce sont des déviants. La patrie ne pardonne pas aux traîtres. Lorsqu'il y a des gens, pendant que le pays fournit les efforts d'aller de l'avant, mais et complotent contre l'État, je ne vois aucun mal. On peut parler enlèvement comme vous voulez, mais j'ai suivi l'intelligence de Lambert Mende qui a dit, lorsqu'on est interpellé pour des actes répréhensibles, pour des actes contraires à la loi, c'est une arrestation. Ces hors-la-loi sont arrêtés. Ils ont cru se cacher, comploter contre la République. Tshisekedi a amené Sensi. Donc tous ces gens-là, ils ont comploté contre la République. Ce sont des traîtres de la République et la patrie ne pardonne pas aux traîtres. Le régime de Tshisekedi est le plus démocratique. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a aussi des manipulations par rapport à ça? Ça risque de créer aussi la peur. Non, il y a la peur. On a peur lorsqu'on sait qu'on est lié, on a un lien avec l'ennemi. Voilà pourquoi vous verrez quelqu'un lui-même sortir un matin dire « je suis devenu exilé ». Non, il sait que maintenant que les autres sont partis... C'est le régime qui a resté beaucoup d'exilés. Le régime n'a jamais créé un seul exilé. Beaucoup d'exilés. Qui est exilé dans contrairement à d'autres régimes, regardez ici, il y a beaucoup d'exilés. C'est qui cet exilé? Non, mais c'est vous qui répondez aux questions. Quand quelqu'un sort librement du pays et fait le choix de s'installer en Europe... Librement ou discrètement, clandestinement. Je prends un exemple de celui qui se considère le plus grand exilé, Joseph Kabila. Mais Kabila, lorsqu'il est parti ici, le communiqué officiel était qu'il est parti pour raison d'études. À quel moment nous sommes partis des raisons d'études à l'exil? Et les autres, les Katumbi. Commençons par lui. Non, écoutez, mais il y en a. Regardez, Joseph Kabila, Katumbi. Joseph Kabila est parti comme étudiant. A-t-il fini? Ou bien lorsqu'il était revenu à Goma, c'était dans le cadre du stage par rapport à ses études? Non. Mais c'est un exilé. Non, il a fait le choix d'être à l'extérieur pour opérer contre la République. Il a fait le choix. Il a fait le choix d'être à l'extérieur. Mais lorsque vous le condamnez, comment vous... On a condamné un ennemi de la République. On ne peut pas choisir alors qu'on a été président de la Katumbi République. ne peut plus rentrer aussi à notre exilé. Qui a mis Katumbi à l'extérieur du pays? Qui a mis? Quel est l'acte qui a poussé Katumbi à être à l'extérieur du pays? Il en est de même pour Matata. Et tous ces autres-là. Des menaces proférées sur Katumbi s'il rentrait. C'est quoi la menace? Qui l'a menacé? Des menaces. Le régime qui Matata Pogno à l'extérieur. Matata Pogno a répondu de ses actes. Et compte tenu Seth Kikouni. Ah non, mais ne parlons pas. Moi, je le considère comme un orphelin politique. Orphelin politique. Il s'est fait traîner par ces vieux-là, alors qu'il n'a jamais géré. Donc lui, moi j'ai pitié de ce jeune homme. Il n'a jamais géré. Honnêtement, il n'a pas de problème. Mais il s'est fait entraîner et il se retrouve maintenant du mauvais côté. Voilà qu'il s'est fait lui-même exiler par les faits du lien qu'il a avec ses vieux. Il y a Claudel Loubaya. C'est un M23 celui-là. M23. C'est un M23. Claudel Loubaya. Mais il a été cité bien avant. Bien avant. Nous savions déjà qu'il était déjà dans la complicité avec l'ennemi. Le régime Tshisekedi n'a créé aucun... J'ai dit, je suis à la télé. La télé la plus suivie, l'une des télés les plus suivies. Tshisekedi n'a créé aucun exilé. Mais les ennemis, les frustrés comme le Franck Diongo, qui d'ailleurs ne représente aussi rien en termes d'ancrage populaire, s'établissent à l'extérieur. Pour mieux faire leur complot contre la République, ils peuvent faire des navettes de là où ils sont, venir créer Congo, je ne sais pas moi quoi, ainsi de suite. Mais rien derrière. Qui a fait pression pour qu'ils se retrouvent là? Leur engagement, leur alliance avec l'ennemi les met à cet état-là. Tshisekedi n'en est pour rien. Et Kabila, ils ont été poussés à l'extérieur. Et les interpellations? Non, les interpellations s'inscrivent dans le cadre de la réorganisation de l'État. Réorganisation de l'État. Les Chadari, les Minakou. Aubin Minakou, vice-président du PPRD. PPRD, parti appartenant à Joseph Kabila. Joseph Kabila, autorité morale de l'AFC M23. J'ai 2 femmes. Les enfants de ces 2 femmes ne sont-ils pas frères? Lorsque Aubin Minakou est président du PPRD, alors que les éléments du PPRD aujourd'hui sont devenus cadres de l'AFC M23 et que l'autorité morale de l'AFC M23 se trouve être Joseph Kabila qui en même temps est président du PPRD. Aubin Minakou est censé être le vice-président du M23. C'est un syllogisme.
Ça, c'est votre, un votre raisonnement. Et jusque-là, la justice ne s'est pas encore prononcée. Non, la justice... ou bien c'est les cadiocha que... Parce que ça commence toujours comme ça et puis ça va dans tous les sens. Elle n'empêche pas à l'intellectuel de réfléchir. Il y a des jeunes comme les jeunes Nathanaël, là, qui a été arrêté, parce qu'il a mis un tweet sarcastique et puis... que la démocratie s'est mêlée à l'anarchie. À l'anarchie. À l'anarchie. La démocratie, lorsqu'elle se mêle à l'anarchie, l'État est investi du pouvoir d'agir. C'est pour ça que j'ai pitié de ces jeunes gens. Nathanaël, un garçon très courageux, très intelligent, mais entraîné dans la trahison. Pourquoi? Parce que Kabila, sachant qu'autour de lui, il l'avait dit qu'il lui manquait 15 collaborateurs, mais il a vu que tous ceux qui l'ont accompagné dans sa mission de détruire le Congo étaient découverts par le peuple congolais et n'avaient plus de considération, n'avaient plus d'envergure. Il faut recruter des jeunes gens. Ils en ont recruté même parmi certains communicateurs de l'Union sacrée. Vous voyez? On leur donne l'argent, on t'achète une voiture et ainsi de suite. Ils acceptent de vendre leur vie. Des jeunes gens qui n'ont pas de travail, mais nous les voyons voyager. Donc tous ceux qui sont arrêtés, ils sont en complicité avec l'ennemi, tel que vous dites. On a arrêté ceux qui ont accepté de comploter contre la République. Est-ce que vous êtes entré en contact avec les dossiers de tous ces arrêtés? Et pourquoi eux? Pourquoi eux? Pourquoi pas les autres, tellement eux? Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a un dialogue en vue? Je ne sais pas, c'est toi qui parles du dialogue, mais moi, c'est qu'on va dialoguer autour de quoi? Donc il n'y aura pas de dialogue. Mais pourquoi? C'est quoi l'opportunité d'un dialogue? Donc, le dialogue va porter sur quoi pour autant que la crise que nous avons... Alors maintenant, ce qui s'est fait là-bas, c'est une diversion seulement? C'est une diversion. Mais d'ailleurs, je sais que le demandeur du dialogue, c'est Joseph Kabila et toute sa bande, le prisonnier Corneille Nangaa. Mais pour Tshisekedi, le dialogue représente quoi? Parce que le premier opposant de Tshisekedi dans le contexte d'un dialogue, c'est moi. C'est toi? Je vais m'opposer à Tshisekedi, je lui poserai la question. Vous acceptez de dialoguer avec Nangaa? Que faites-vous de plus de 20 000 Congolais qu'il a fait tuer? J'aimerais bien dialoguer avec lui. J'aimerais bien qu'il réintègre la société. Mais que faisons-nous de plus de 20 000 Congolais qu'il a fait tuer? Donc nous verrons ici à Kinshasa. Puisque le dialogue au Congo veut dire partage de pouvoir, on va voir le cortège de Corneille Nangaa et on l'appellera honorable ou excellence. Alors que plus de 20 000 Congolais sont partis comme ça, parce que lui voulait régler les comptes à Félix Tshisekedi pour ce qu'il considère être ce qui lui appartient. Voilà, merci, merci beaucoup. Il y a un téléspectateur qui, j'aimerais qu'on revienne un peu sur Doudou Fwamba et puis on termine par là. Un téléspectateur en train de nous suivre, merci à vous. Il dit Doudou Fwamba est de loin meilleur que Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi, avec sa politique économique courtémiste, hein, c'est ça. Ouais, c'est pas courtémiste, c'est beaucoup fourvoyé. Dites à votre invité que Nicolas Kazadi a été un mauvais disciple du président Félix Tshisekedi, raison pour laquelle il a été évincé de son poste. Voilà. Il dit, je suis même convaincu que le président de la République ne pourra plus lui confier un poste de responsabilité car il a même trahi par ses propos combien désobligeants, excessifs dans ses sorties médiatiques. Ardent Kabambi. Et pourtant, moi, j'ai parlé comme un scientifique, j'ai évoqué même un seul indicateur. Lui, il a parlé comme un fanatique, avec beaucoup de respect. J'aimerais bien qu'il ait le courage de m'affronter ici. Lui? Oui, il m'a suivi, je le salue. Qu'il ait le courage de venir ici, on va parler indicateur en tant qu'économiste. Je dis, j'assume mes propos. Nicolas Kazadi est bien meilleur que ses prédécesseurs et même son successeur. Et d'ailleurs, il nous manque puisqu'aujourd'hui, le Congolais est devenu orphelin dans les secteurs de finances publiques. Orphelin de Nicolas Kazadi. Moi, ça me fait mal. Je n'accepte pas que quelqu'un vienne tirer sur Jean-David au regard du bon travail qu'il fait. Lorsque vous avez des problèmes contre Jean-David, reconnaissez quand même qu'il fait un bon travail et réparez vos différends. Mais quand il faut les diaboliser alors qu'il fait le travail qui profite à la communauté, vous êtes diabolique. Je considère que tous qui ont travaillé contre Nicolas Kazadi alors qu'il était en train de donner des résultats à la République, ils sont diaboliques. Ils ne peuvent même pas dire qu'ils accompagnent la République. Ce sont des ennemis de la République assimilables au M23. Voilà, merci beaucoup Cédric Moudiantou. 7 ans que le président est là. Vous êtes content? Je suis fier. Vous êtes fier? Je suis fier de son bilan. Et c'est vrai que c'est un bilan qui, dans tous les secteurs, n'a pas répondu. Vous êtes fier de son bilan, même de ses animateurs? Ces animateurs, parce qu'aujourd'hui, ça fait le 22, je pense, le 21, 22. Donc, ça fait pratiquement 7 ans depuis qu'il a la tête de ce pays. Il a changé de premier ministre, il a changé de différents acteurs ou différents animateurs, ou certains postes de responsabilité. Est-ce que ces choix ont été judicieux? Il a été le seul à faire son bilan. C'est vrai avec quelques-uns, notamment les Nicolas Kazadi, qui n'a pas été à la hauteur, qui a largement contribué à ces bilans dont je parle, mais malheureusement, il a dirigé
par la force des choses. Parce qu'il a été contraint de travailler même avec ceux qui refusent de reconnaître que les ennemis les sont. C'est ce qui fait que dans l'accomplissement de sa mission, puisqu'il doit rester là, nous amener là où nous devons être, il doit plutôt avoir une équipe homogène et cela passe par le changement de la Constitution. Bon, ça c'est vous. Merci. Merci beaucoup. Fidèles téléspectateurs, vous l'avez remarqué, un seul invité. Les autres invités étaient bloqués dans les embouteillages de Kinshasa. Effectivement, très prochainement, ils seront avec nous. Merci à vous, surtout de votre disponibilité. Je vous ai eu vraiment à la va-vite et puis vous êtes venus. Merci fidèles téléspectateurs. Restez branchés sur Télé 50. Tout à l'heure, ça sera la grande édition de Christopher Utchukum. Portez-vous très bien. À très bientôt.